Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une heure d'interview, d'entretien sur deux sujets. Alors d'abord, je vous en parle depuis un petit moment. Carlo Porra-Santa, il ne sait pas encore que j'en parle depuis un petit moment. Je parle depuis un petit moment, Carlo, mais on va en parler ensemble, d'une des phrases de votre livre qui... je vais expliquer ça après le sommaire. Et puis ensuite, donc, on va parler de la tech. On va parler de ce que Carlo appelle les hyperscalers. C'est très intéressant. Et même si ChatGPT vient peut-être de modifier tout ça, tout à coup. Enfin, voilà. Donc, grande discussion à venir. Et puis ensuite, le logement, l'immobilier. Robin Rivaton. Vous connaissez sans doute Robin Rivaton, l'économiste. Il a publié un point de vue récent dans Les Échos où, en gros, il essaye de mettre en place un certain nombre de chiffres autour de ce problème de logement. Très, très compliqué, ces chiffres. Et puis, alors, à la fin de l'interview, mais quand même, Robin, c'était en 2015, il avait écrit un bouquin qui s'appelait « La France est prête ». Et c'était à ce moment-là le début de l'offensive Macron et blablabla. Bon, qu'est-ce qu'il dit 8 ans après? Est-ce qu'elle était vraiment prête, la France? C'est parti, c'est Bismart. Donc, Carlo Porra-Santa est avec nous. Bonjour Carlo. Ancien patron de Microsoft pour la France. Pas seulement, tu as dirigé Microsoft en Italie aussi, voilà. Tu es italien d'ailleurs. Oui. Évidemment, très européen. Évidemment, alors, tu reprends dans ce bouquin, c'est d'abord sur la tech, et on va parler de la tech, mais sur la France, tu reprends... La phrase de John Chambers, finalement. John Chambers avait dit, je crois que c'était en 2013, France is the next big thing. Tu penses toi aussi que voilà, la France a un espèce de potentiel, tu dis, dans les 10 pays les plus innovants du monde, mais on en reparlera après. Le départ et le cœur de ton bouquin qui s'appelle, je ne l'ai pas montré, l'élan décisif, c'est tu dis qu'il faut se réconcilier avec la tech. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, se réconcilier avec la tech? Nous devons faire la paix avec la technologie. Nous devons faire la paix, exactement ça. C'est vrai en Europe du Sud. Quand tu travailles chez Microsoft, moi j'ai travaillé presque 12 ans, et chez IBM avant, donc deux multinationales, tu as une perspective globale de ce qui se passe. On sort un produit, il est adopté plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'intelligence dans les différents pays. Donc, c'est une discussion interne, quand tu es dans une multinationale, constante. Ouais. Donc, on sait quels sont les pays qui ont faim d'innovation et ceux qui l'analysent avec un peu de critique au début. Et puis, ils pèsent, sous-pèsent, ils ne savent pas s'y aller ou pas, ils prennent du temps, ils attendent que les autres l'utilisent pour se rendre compte des atouts et aussi des désavantages. Et puis, quand enfin... ils décident d'y aller. Bon, déjà, avec tout ça, on a déjà passé 3 ans, 4 ans. Et puis, quand ils y vont... Alors, ça, je ne le critique pas, parce que j'adore la France. Je ne veux pas critiquer le pays dans lequel j'ai travaillé la moitié de ma vie. Enfin, j'ai habité la moitié de ma vie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel d'offres. Or, dans ma vision des choses, l'appel d'offres, c'est pour acheter des choses qui sont matures et quand on n'est pas les premiers à l'acheter. D'accord? Ouais, si je dois acheter un ERP et je dois choisir entre SAP ou Oracle ou Microsoft, bon, c'est un marché très mûr, avec des fonctionnalités très complexes. Je fais un RFP et j'essaie de négocier le meilleur prix et je m'organise. Tout à fait. Mais quand c'est de l'innovation où j'ai envie de transformer mon entreprise et être le premier à le faire, et je regarde l'innovation qui existe, par exemple, on va parler de ChatGPT, je suis sûr, et de dire mais comment je peux intégrer ça dans ma réflexion de l'intelligence artificielle. Il n'y a ni le temps ni la nécessité de faire un RFP. Donc, toute la partie analyse, je ne dis pas que ce n'est pas important d'analyser ce qu'on va faire. Donc, il faut utiliser le cerveau analytique français pour comprendre ce qu'on veut faire et le décider. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre 4 ans. Et en plus, quand je dis faire la paix, c'est parce que, après, quand on adopte cette technologie, on l'utilise, on la critique quand même. Donc, combien de temps on critique Facebook, Microsoft, Google, Amazon, etc. Mais le problème, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raisons pour les critiquer, mais en fait, toute cette mentalité de critique d'abord et puis je l'utilise, fait que nous avons un retard de 3-4 ans dans l'innovation. Et 3-4 ans dans l'innovation, c'est construire une hégémonie dans une industrie à niveau mondial ou la perdre. Et ça, nous ne l'avons pas compris. Et c'est pour ça que je parle d'hyperscale dans le livre. Un hyperscale... On va y aller, mais attends. Ouais.
feuille par feuille l'artichaut. Oui. On va y aller sur l'hyperscale et sur ce que tu dis notamment de la course sur le cloud. Mais d'abord, cette méfiance, tu en parles parce que moi, j'ai en tête toujours le secteur public. Mais toi, ce que tu as constaté, c'est que les entreprises françaises aussi, le secteur privé aussi, il reste méfiant vis-à-vis de la technologie encore aujourd'hui. Oui. Alors, disons qu'avec la crise du Covid, moi, c'était une épiphanie pour moi parce que donc, au bout de 25 ans de tech, la technologie pour un CEO, donc pour un PDG d'entreprise, est toujours considérée, toujours aujourd'hui, un élément que j'achète pour améliorer mes opérations. D'accord ? Donc un peu de productivité individuelle, un peu d'innovation, etc. Mais ce n'est pas encore considéré comme central. On va y revenir certainement dans la discussion. Tout à fait. Pendant le Covid, c'est la première fois que j'ai eu tellement de patrons d'entreprise en France qui m'écrivaient pour me dire « Vos services et votre support est essentiel pour la survie de mon entreprise. » Donc, ça a été un changement fondamental dans la vision de combien la technologie est importante. Nous, fournisseurs de tech, on le savait déjà, on le disait déjà. Mais les entreprises se sont rendues compte pendant la crise. Pourquoi ? Parce que il faut faire travailler tout le monde de façon différente, à la maison, partout. Il faut s'assurer que les supply chains fonctionnent, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Attends, j'ai aucun problème avec ça, Carlo, mais tu peux pas dire que le cœur de l'entreprise, c'est la tech, c'est pas possible. Ah si. Si. Non. Si. La tech, elle est là pour faire émerger le cœur de l'entreprise. Alors, c'est un sujet fondamental. Je vais dire mon point de vue, c'est mon point de vue. Quand j'ai entendu parler depuis les années 2010, parce que moi je parle de ça depuis 2015, je me rappelle, j'étais sur scène, j'étais en Italie à cette époque-là, et j'ai fait une grande session avec tous les clients italiens sur l'intelligence artificielle. 2015, pas 2023, 2015. Pour faire cette présentation, je suis allé étudier que veut dire révolution industrielle. Et quand aujourd'hui je vais dans des séances avec des étudiants, j'étais à l'ESCP il y a 2 jours, et je lui fais la question, c'est quoi pour vous, dans des étudiants de 22-23 ans, une révolution industrielle ? La réponse, c'est une nouvelle technologie qui transforme la façon de produire. Et en fait, ce n'est pas exactement ça, une révolution industrielle. La définition, c'est un nouveau facteur de production, donc une nouvelle technologie, mais un facteur de production qui rentre dans la façon de produire, ça c'est la réponse des étudiants, mais ce n'est pas seulement ça, mais c'est quand ce nouveau facteur de production devient central dans l'orchestration des autres facteurs de production. Ça, c'est super important à comprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour les femmes et les hommes. Attention. Donc, je fais l'exemple. Machine à vapeur. Avant, il y avait des femmes et des hommes, et des mains et des bras. On est d'accord. Machine à vapeur. On met une machine au milieu qui fait des tâches lourdes, et les femmes et les hommes sont autour de la machine. Et pendant 150 ans, on a travaillé comme ça. Arrive l'électricité. J'enlève la vapeur, je mets un câble électrique. Pendant 45 ans, le modèle de production n'a pas changé. C'était une machine électrique au milieu, un peu plus belle, un peu plus élégante et peut-être avec une plus grosse productivité de la machine, mais toujours une machine au milieu et les gens autour. 1915, Ford et Taylor disent l'électricité est tellement facile à distribuer que je peux changer l'usine et faire la ligne de production. Alors si vous regardez la productivité du monde entre 1870 et 1915, elle augmente parce que la machine électrique a quand même changé beaucoup de choses. Mais alors, si vous regardez la productivité entre 1915 et aujourd'hui, il y a une inflexion en 1915. Qu'est-ce qui s'est passé en 1915 ? Nous avons rétabli comment on produit sur la base de la nouvelle technologie, l'électricité. Eh bien, 2015 est pour moi exactement la même chose que l'électricité en 1915. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, l'informatique, ça fait 60 ans qu'on l'a. Ça a été une grosse machine, d'abord pour faire des gros calculs pour les banques, les administrations, IBM, le mainframe. Ensuite, productivité individuelle avec Apple, Microsoft. Ensuite, les smartphones, donc multiplication sur des milliards de personnes. Et puis les applications intuitives, simples à utiliser. Mais l'intelligence artificielle, grâce à toutes les données que nous donnons à nos devices tous les jours, il y a une telle masse de données aujourd'hui que naît ChatGPT. Oui, mais alors attends, Carlo, parce que... Attends. C'en est même frappant d'ailleurs, et ça je suis tout à fait d'accord avec toi,
c'en est même frappant qu'il y ait à peu près le même laps de temps, c'est-à-dire une quarantaine d'années, entre Edison, entre l'électricité et effectivement ce qui va faire les Roaring Twenties, ce qui va faire les années folles, en fait. Voilà. Et de la même façon, c'était une de The Economist, quand nous, on a lancé Bismart, c'est-à-dire sortie du confinement 2020, Roaring Twenties à nouveau, titre The Economist, parce que on en finit avec la fameuse phrase l'informatique est partout sauf dans les statistiques. Ça y est, tout le monde a digéré l'informatique, il est partout. Et bon, est arrivé ce qui est arrivé, qui fait que nous n'aurons peut-être pas ces Roaring Twenties, mais peu importe. Mais ça n'est qu'un moyen. Ford reconstruit l'usine, mais derrière sa vision, c'est l'automobile, c'est le rapport au client. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais est-ce que c'est pas une lourde erreur que font parfois certains chefs d'entreprise que de penser que la tech est une solution alors que ça n'est qu'un moyen? C'est toujours un moyen dans les mains de l'humanité, ça c'est sûr. Et bien voilà. D'où des thèmes d'éthique, de responsabilité, on va certainement en parler. Et puis d'acculturation de l'ensemble de ceux qui sont dans l'entreprise et qui doivent suivre. Et ça c'est important, l'intelligence artificielle va changer la notion d'éthique dans les affaires. Jusqu'à aujourd'hui, l'éthique c'était qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas par rapport à une loi. Donc voilà ce que je fais pour respecter la loi. Mais en fait, demain, ça va être, la technologie permet des choses incroyables, bonnes ou mauvaises, et donc en tant que patron d'entreprise, qu'est-ce que je m'empêche de faire? La technologie permet un business model, ça ne veut pas dire qu'il est éthique et responsable. Absolument. Donc c'est ça. C'est plein de notions en fait où on doit comprendre que l'intelligence artificielle est la première révolution, est la quatrième révolution industrielle, mais la première qui touche de façon égale toutes les industries du monde. Ça c'est important aussi. Avant, c'était plus la manufacture ou quelques industries. Aujourd'hui, de la finance à l'agriculture et vice-versa, toutes les industries vont y passer. Ça ne doit jamais être contre l'humanité, contre la satisfaction, l'épanouissement des gens. Donc, il faut des business models respectueux de l'humanité. Okay, ça, c'est important, je le dis. Mais ensuite, il y a aussi une question d'innovation et de vitesse. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise établie depuis 100 ans, 150 ans, et les entreprises européennes, c'est pour ça que je parle surtout à l'Europe, sont des entreprises avec un temps de vie relativement long, il ne faut pas s'endormir en disant « j'ai toujours fait comme ça, donc j'ajoute un peu de tech et puis ça va aller ». Non, en fait, il faut reconcevoir avec beaucoup d'humilité en regardant avec les lunettes des données et des algorithmes. Alors, c'est là où tu donnes un exemple qui m'a sidéré. Tu parles du cloud et tu parles de la course entre Amazon et Microsoft. D'un point de vue fonctionnel, écris-tu, les deux offres se valent. La compétition est très intéressante à observer. Amazon Web Services est toujours en tête avec plus de 40% de part de marché et désormais une croissance plus faible. Microsoft a dépassé les 20% de part de marché et vise une croissance 2 fois supérieure par rapport à son concurrent. Le point le plus intéressant, qui explique bien le monde hyperscale, est le suivant. Malgré un investissement gigantesque, 15 années de travail, quand on regarde factuellement la stabilité et le niveau de disponibilité de l'infrastructure, Amazon Web Services possède toujours un avantage compétitif et propose toujours une qualité de service plus élevée que Microsoft. Quelles en sont les raisons? Les 2 ans d'avance du tout début. Eh oui, c'est l'économie de la Le temps perdu ne se rattrape pas. Ou très difficilement. Ça peut se rattraper parce que personne n'est infaillible. Donc Amazon un jour peut-être va ralentir un petit peu et puis d'autres vont augmenter. C'est pas forcément Microsoft, ça peut être Google ou quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr, 2 ans d'avantage dans le monde hyperscale, data, algorithme, de l'intelligence artificielle, c'est un monde où même 1 an d'avance crée une barrière, enfin un avantage compétitif et des barrières à l'entrée. Regarde ce qui s'est passé. TikTok, c'est pas américain. Mais justement, c'est une forme de contre-exemple. J'allais te parler de ChatGPT, on y viendra, mais vas-y avec TikTok. Dis-moi avec TikTok. TikTok, tout à coup, du jour au lendemain, a bousculé Comme quoi, et a créé la panique même chez Facebook. Exactement. Donc, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la rapidité avec laquelle ils ont atteint 1 milliard d'utilisateurs. L'entreprise qui l'a fait le plus vite au monde depuis toujours, en dépassant tous les autres. Ensuite, parce que c'est pas américain, et c'est chinois. D'ailleurs, très intéressant d'observer que maintenant le gouvernement américain est en train de dire TikTok est une menace géopolitique. Donc moi quand je regarde ça, et alors j'ai travaillé avec responsabilité et enthousiasme dans des entreprises américaines, mais je me rends compte aussi de la force géopolitique que ces entreprises ont amenée aux États-Unis. Donc je me dis, si les États-Unis réfléchissent comme ça à TikTok,
et presque à en vouloir bannir certaines utilisations, par exemple dans l'administration publique, ça veut dire que l'Europe devrait arrêter toutes les offres américaines. Donc, on en parlera, on en dira un mot, Carl. C'est intéressant. Et ensuite, parce que en tout cas, ça veut dire que quoi qu'ils disent, les Américains sont parfaitement conscients de l'influence qu'eux-mêmes ils déploient à travers leurs hyperscalers. Exactement. Mais en tout cas, même une entreprise aussi moderne et déjà en plateforme d'intelligence artificielle comme Facebook se fait surprendre. Donc, démonstration pour moi que quand tu as une bonne idée et que tu cumules des données, enfin un service au client et des données très rapidement, en fait, si tu veux copier, etc., tu as toujours un peu de retard. Oui, d'accord. C'est-à-dire, à copier, tu ne rattrapes jamais. En revanche, en prenant un chemin de traverse, là, tu peux tout bouleverser. Revenons peut-être pour expliquer un petit peu l'exemple Microsoft et AWS. Je vais expliquer pourquoi ces 2 années d'avance ont créé cette Vas-y. Amazon a développé ça il y a une quinzaine d'années en disant pour mon business de e-commerce, j'ai un problème, c'est les pics de Black Friday et Noël. Donc j'ai besoin de faire une architecture pour mon infrastructure qui me permet de soutenir ces pics d'activité, mais le reste de l'année, je l'utilise à 10%. Et donc ils disent, si moi j'ai ce problème, toutes les entreprises ont le même problème. Et si j'arrive donc à résoudre ce problème pour moi, peut-être que je peux le résoudre pour le monde, qui est fascinant comme ambition. Eh bien, ils l'ont fait. D'accord ? Et donc, ils construisent, ils inventent le modèle du cloud. Donc, une infrastructure gigantesque, multi-tenant, c'est-à-dire que je peux offrir à plusieurs personnes, de façon quand même personnalisée, mais comme les pics de tout le monde ne sont pas les mêmes, du coup, je mutualise un peu les risques, la technologie, etc. Super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à force de vendre les 2 premières années cette infrastructure, ils ont cumulé de la charge, donc des clients, donc ce qu'on appelle du compute, donc des ordinateurs, et du storage, donc de la mémorisation de données. Et quand tu as 2 années d'avance, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tu as des gros volumes. Et quand tu as des gros volumes, tu as des problèmes. Parce que le serveur numéro 23 ne veut pas parler avec le serveur numéro 26. Je fais un exemple basique. Et donc, les ingénieurs doivent résoudre ce problème. Mais ils vont le résoudre, du coup, 2 ans avant celui qui le fait après. Donc, je ne te fais pas toute la liste. Non, mais on voit bien. Plus tu montes à l'échelle, plus tu as des problèmes, plus tu les résous. Et en plus tu as du volume, plus tu as de données. Quand tu as beaucoup de données et que tu as l'intelligence artificielle, c'est ça qu'il faut comprendre. L'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence numérique que tu as grâce au volume de données. Donc, quand tu as un avantage de volume, l'intelligence que tu vas créer, elle est plus forte parce que tu as une base plus large. Quand tu as une intelligence plus forte, ça veut dire que tu peux continuer de façon perpétuelle à améliorer ton offre. On comprend. Donc un avantage. Dans un cercle vertueux qui jamais ne s'arrête. Sauf que tu dis... Mais mon point, c'est qu'il faut le faire pour toutes les industries maintenant. C'est-à-dire, on va y venir, mais ce paradigme, il ne faut pas se dire, du coup, maintenant, Amazon, Microsoft, Google, ils l'ont, et puis nous, on est foutus. On est foutus. C'est pas vrai. Parce qu'ils ont quoi ? Ils ont les données d'une infrastructure horizontale qui est aujourd'hui devenue le compute et le storage de tout le monde. Carlo, si, sur le cloud, on est foutus. Nous, Européens, on est foutus. Si tu me dis que Microsoft ne peut pas rattraper AWS, ce n'est pas nous qui allons démarrer avec sur l'offre cloud horizontale d'infrastructure, oui, c'est trop tard. Voilà. Mais il va y avoir des dizaines de nouvelles innovations, même dans les infrastructures horizontales, le quantum computing ou autre chose. La France est bien positionnée là-dessus. Mais surtout, attention, ça c'est aussi, j'espère, un élément fondamental de mon livre. Pourquoi je parle de l'élan décisif et en Europe ? La tech ne représente que 4% du PIB du monde. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est fantastique. Ça a une grosse opportunité de transformer tout le reste. Mais aujourd'hui, c'est 4% du PIB. L'énorme opportunité des 10, 20, 30 prochaines années, c'est la digitalisation de 96% du PIB du monde. Et sur ce monde-là, qui a les données ? Qui a les données de ce monde ? Qui a les données de l'énergie ? Qui a les données de l'énergie ? Qui a les données de la manufacture ? Ceux qui produisent. Donc, plein d'entreprises européennes ont les données de 96% du PIB du monde. Ce qui veut dire qu'en potentiel, nous avons un avantage compétitif dans nos mains que nous devons utiliser. Sauf que tout ça est déversé, toutes les grandes entreprises ont leur data lake, dans lequel elles sont noyées, Carlo. Elles sont toutes noyées aujourd'hui. Donc, encore une fois,
c'est de la technologie américaine et ChatGPT est quand même une claque et on va en parler. C'est de la technologie américaine qui viendra nous extraire et nous classer ces datas. Ça dépend des choix technologiques que nous faisons. Mais donc ça veut dire il y a des très belles startups françaises qu'on peut utiliser ouais, pour gérer. On a sans arrêt des très belles startups. Après, le problème, c'est l'échelle. Mais ça veut dire, là-dessus, tu es catégorique, parce que j'entends encore, voilà, il nous faut un cloud souverain, il nous faut un cloud souverain. Non, arrêtez de dépenser du pognon là-dessus, c'est perdu. Pour moi, c'est complètement inutile. Voilà. Et partez sur le quantique, c'est ça le sujet. Ouais, c'est ça. Quantique et chaîne de valeur industrielle, verticale. C'est ça qu'il faut faire. Tu dis, cette 4e révolution industrielle, les barrières à l'entrée sont plus cognitives que financières. Oui. C'est pas une question de pognon. Non. ChatGPT, c'est pas une question de pognon, par exemple. Je sais pas, on lit partout que c'est à peine 100 millions de dollars d'investissement. Au début, c'était une start-up. Hein. Voilà. C'est une start-up. Alors, aux États-Unis, ils ont comment dire, les marchés financiers et, si tu veux, la facilité de trouver 1 million, puis 100 millions, puis 1 milliard pour investir dans une boîte, c'est vrai que c'est encore un peu plus facile qu'ici. Ça, c'est vrai. Mais quand je regarde, soyons fiers quand même de ce que nous faisons. Alors, vas-y. Alors, on en a besoin. Venons à la France. On en a besoin. Venons à la France. La France, cette semaine... Elle travaille, tiens, juste parce que je ne vais pas là, l'ensemble de ces plans de relance, par exemple, fonctionne avec des appels d'offres. Hein. Ce avec quoi tu as commencé m'a beaucoup intéressé. Est-ce qu'aujourd'hui, France 2030, mon cher Bruno Bonnel, la moitié, il y a encore des appels d'offres quand même. Je ne veux pas non plus éradiquer les appels d'offres parce que je pense qu'il y a quand même une utilité. Tu devrais dire éradiquons les appels d'offres. Tu nous as très bien expliqué que c'est certains sujets, moi je pense que d'un point de vue public, il faut repenser politique industrielle, si tu veux, on en discute, parce qu'on oublie toujours que c'est comme si maintenant tout est dans le privé et puis les gouvernements, ils n'ont rien à faire là-dedans. Silicon Valley et Israël ont démontré dans ces deux cas de figure, il est démontrable que c'est une dépense d'un État qui a créé un contexte favorable à l'innovation. On peut y revenir si tu veux. D'un point de vue des entreprises, moi je dis, si on veut faire une innovation disruptive et qui va transformer l'industrie dans laquelle tu es, l'appel d'offres ne sert à rien. En fait, il faut choisir des partenaires et des technologies et il faut courir comme des fous pour le faire. Bon, je t'ai coupé la parole quand tu allais dire du bien de la France. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Nous avons un patrimoine de nouvelles start-up, je ne veux même pas en parler de start-up. Le nom start-up, ça fait toujours penser que c'est un peu artisanal, un peu au début. Nous avons des entreprises technologiques en France qui sont phénoménales. Nous en avons maintenant plus de 25, je crois, qui ont une valorisation de plus de 1 milliard. Et en 2022, nous avons dépassé l'Allemagne en tant qu'investissement dans les nouvelles entreprises de la tech. Nous sommes le 2e pays après UK. Et en fait, je me souviens très bien de quand la patronne du Corp Dev, donc des investissements et M&A de Microsoft, était venue en France. Et après les visites qu'on lui a organisées, elle a dit « c'est l'endroit le plus riche et le plus fertile que j'ai vu. Et quand on me dit Silicon Valley, c'est incroyable, je n'ai pas vu l'intelligence que j'ai vue ici. » Et nous, toujours à se dire qu'on ne peut pas y arriver, quoi. Carlo, infini respect, j'entends ça depuis 15 ans. J'entends ça depuis 15 ans. Alors oui, j'ai vu Blablacar, j'ai vu Doctolib. On n'en a jamais eu aussi bonne et aussi prête pour faire des choses fondamentales. On parlait tout à l'heure, je vais vous citer quelques noms. DataIQ. Tu connais DataIQ ? Ouais. Vas-y, explique, parce que moi je connais, mais... En fait, si tu veux gérer des projets d'innovation basés sur l'intelligence artificielle, et justement, tu as plein de données de partout, et tu dis, j'ai fait ça avec une technologie, ça avec une autre, etc. Où est mon patrimoine ? Comment je l'organise ? Comment je fais des services intelligents avec de l'intelligence numérique ? Et comment j'en fais mon patrimoine d'entreprise ? C'est ce que fait DataIQ. C'est une entreprise inventée en France, quand même. Très bien. Qui part très vite se développer aux États-Unis. Ils ont mis... Snowflake part très vite se développer aux États-Unis. Mais c'est toujours une entreprise. Le scale se fait là-bas, en fait. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est une question de où est l'argent, Mais la tête et le cœur est en France. C'est des Français qui ont fait ça. Soyons fiers de ce que nous faisons. DataIQ, c'est une boîte française. C'est une magnifique boîte française. Alors, si j'étais un client, je dirais, OK, j'ai des technologies existantes. Quelle est ma stratégie pour les 10 prochaines années pour en faire mon pilier central de mon nouveau mode de fonctionnement ? Et je prendrai très probablement une boîte européenne, voire française, pour faire ça. C'est ma recommandation. Et ce qui veut dire que tu peux toujours utiliser du Microsoft, du Google, du Snowflake ou ce que tu veux, mais le cœur, tu le gardes un tout petit peu plus proche de ton cœur. Okay ? Et avec ça, après, foncer sur des projets qui vont transformer l'industrie.
Et d'ailleurs, petit dernier point là-dessus, parce que j'y crois d'une façon fondamentale, les États-Unis et la Chine, grâce à deux modèles de capitalisme d'ailleurs complètement différents, un basé sur l'argent, l'entrepreneuriat et le volume, parce qu'ils ont une ambition mondiale dès qu'ils démarrent un business, et de l'autre côté, parce que centralisés, ils décident qu'ils vont le faire 1, 2, 3 nouveaux business, et ben, ils ont 1,5 milliard de personnes, donc ils arrivent à créer du volume. En Europe, nous, on a une granularité qui est notre force et notre faiblesse. Donc, énergie, tu as 5 entreprises qui sont peut-être dans le top 10 mondial. Absolument. Donc, si on les mettait ensemble, on serait numéro 1, mais on en a 5 et pas une. Ouais. Bon. Alors, chaque entreprise, pour moi, chaque grande entreprise, CAC 40 ou, disons, il y a 200 entreprises en France qui ont le potentiel d'être un numéro 1 au monde. Et aujourd'hui, on en a 2 ou 3 qui sont numéro 1 au monde. Il y a LVMH, L'Oréal, Airbus, pour faire simple. Ouais. Un peu AXA aussi. Bon, donc tu en as 3 ou 4. Bon, mais on pourrait en avoir 20, 30. Et puis pour couvrir toutes les on peut. Oui, enfin, je sais pas. Oui, si tu veux, vas-y, va au bout de ton propos, parce que je sais pas. Non, je sais pas où tu veux en venir. Toutes les industries dans lesquelles on peut. Alors, je veux en venir à. Donc, chaque entreprise a la possibilité de devenir ce numéro 1 mondial, mais il a 2 façons de le faire. Soit je le fais seul, ok, mais je dois être alors très précis dans ma façon de viser, très méticuleux dans l'innovation. Et très bold, très aventureux dans l'investissement que je fais. Mais ça peut réussir, j'en suis convaincu. Mais alors, il y a un autre moyen, à mon avis, plus malin et moins risqué. Je prends les 5 entreprises de l'énergie que je disais tout à l'heure. 5 européennes. Très bien. Peut-être avec un peu d'imagination aussi de notre Union européenne pour faciliter tout ça. Mais admettons, 5 entreprises européennes. Toutes les 5 ont une base client inouïe. Des données à non plus finir. Et d'ailleurs, elles sont un peu en concurrence, mais pas tant que ça en fait, parce qu'elles sont toutes quand même très établies. Alors, pour ce qui concerne l'innovation technologique... Tu veux qu'elles les partagent, l'ensemble de ces données ? Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais de la concurrence, Carlo ? Qu'est-ce que tu fais de... ce dont je voulais qu'on parle aussi, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui empêche de créer une nouvelle boîte qui s'appelle Énergie XXX et qui est une joint venture de 5 entreprises qui mettent des données et des savoir-faire ensemble avec des lois de partage de l'IP, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle. C'est tout à fait faisable et c'est leur droit. Et en fait, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle confidential computing, tu peux même avoir un pot de données où en fait, tu as les 5 entreprises viennent mettre leurs données. Donc, c'est comme si c'est 5 pots de données dans un gros pot. Et en fait, l'intelligence numérique se fait avec 5 fois plus de volume. Donc, elle est 5 fois plus intelligente que si je la faisais seulement avec une entreprise. Mais par contre, aucun des 5 pots peut regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'autre pot. Donc, tu gardes la confidentialité des données. Et avec ce volume, qui du coup serait un volume numéro 1, ben, tu as un avantage compétitif. Et chacun ressort avec son pot de données et une intelligence qui est 5 fois plus forte que s'il l'avait fait tout seul. Et tu peux la réappliquer sur tes données. C'est phénoménal, ce système. C'est phénoménal. Et tu penses que là, tu as de quoi provoquer une rupture ? Et là, il y a de quoi créer des hégémonies qui redonnent de la compétitivité à notre vieux continent européen. On réinvente une industrie. Mais je ne veux pas créer des hégémonies. Moi, l'Amérique, parce que... Attends, parce qu'il faut finir avec ça quand même. C'est la surpuissance, tu dis toi-même d'ailleurs à un moment, c'est un sujet absolument passionnant, on n'a plus le temps d'en parler, mais que certains de ces géants aujourd'hui digitaux peuvent parler d'égal à égal avec les États. On voit bien Elon Musk, Starlink en Ukraine, etc. On a vu ça. Bon, ok. Sauf que quand même, à un moment, si l'État décide stop. Mais justement, l'Amérique se réveille là en disant, mon Dieu, on a laissé croître et se concentrer sans doute beaucoup trop l'ensemble de ces géants. Il faut aujourd'hui commencer à les casser. Ça commence peut-être là avec Google dans l'aspect de la publicité. Tu en doutes, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un problème de concurrence aux États-Unis. Ah oui. Et donc, il faut sans doute s'inspirer de beaucoup de choses de ce qu'ils font, mais peut-être pas de ça. Pour moi, c'est pas tant c'est peut-être un peu, oui, un problème de concurrence. J'en parle aussi d'ailleurs. Bien sûr, tu en parles. Il y a besoin d'une régulation plus pointue. La loi, par la nature même de ce que c'est qu'une loi, suit toujours le problème. D'abord un problème, on le comprend, on l'analyse,
on met des gens intelligents pour le résoudre et on fait une règle pour le résoudre. Ça prend 10 ans, en moyenne, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Regarde ce qui s'est passé ce qui se passe aujourd'hui avec Facebook, Twitter. Tout le monde critique Facebook en disant ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Les fake news, les algorithmes qui tiennent des enfants plus longtemps sur une application. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Donc en fait, Facebook opère... Non, je ne pense pas à ça. Je pense... Attends, reviens. important. Non, je vais te donner un exemple précis. Là, aujourd'hui, Microsoft est en train, globalement, d'essayer de prendre le contrôle de ChatGPT. Voilà. Ils ont mis une dizaine de milliards dans l'histoire. Ils essayent. Ils l'ont carrément. Je sais, parce qu'il y a Peter Thiel en face. Le gars, voilà. Bon, enfin bref, peu importe. C'est le plus grand touriste. Oui, voilà. Mais tu te rends bien compte que là, tu renforces encore ceux qui sont déjà super forts. C'est là où tu commences à avoir un vrai problème. C'est pour ça que je dis, oui, nous pouvons et nous devons réfléchir à un cadre juridique qui n'arrive pas 15 ans après. Ouais. 15 ans après GPT, le monde est déjà complètement basculé on dans sera le monde. déjà sur autre chose. Ouais. Donc, il faut qu'on comprenne beaucoup plus vite les business models et il faut qu'on cadre ce que les entreprises peuvent ou ne peuvent pas faire, établir un nouveau cadre de la concurrence dans le monde du numérique. Mon propos était de dire, ce n'est toujours pas le cas. Parce qu'on ne peut pas faire une petite loi une fois de temps en temps et puis critiquer sans arrêt et puis avoir des entreprises qui disent « mais moi, je respecte les règles ». Regarde Facebook, Twitter et d'autres. Bon, mais une fois que je dis ça, n'empêche que pourquoi ne pas avoir des hégémonies? C'est pas pour avoir forcément le numéro 1 et écraser les autres, c'est juste pour avoir un volume d'affaires et un impact sur le monde positif. C'est pas forcément négatif d'avoir un numéro 1 au monde. C'est positif. Tu amènes des produits, des services et pourquoi pas amener des valeurs européennes. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au fait que nous avons, d'un point de vue philosophique et valorial, des piliers en Europe sur le respect des gens, sur l'équilibre social. Je ne dis pas qu'on est toujours parfait, parce qu'on peut encore améliorer plein de choses sur l'inclusion, l'égalité, etc. Mais quand même, on a des valeurs. Donc pourquoi ne pas être fier de dire l'énergie, on veut être numéro 1. Pourquoi pas? En agriculture, comment on fait l'agriculture de demain? Moi, j'aimerais bien que l'Europe soit numéro 1 et qu'on puisse exporter des produits. Tu sais que l'agriculture de précision, qui sont des technologies faites par, d'ailleurs, des Européens et des Américains, les plus grands utilisateurs, ce n'est pas les Européens, c'est les territoires qui ont beaucoup de chaleur, pas beaucoup d'eau, et donc... Bon, Carlo, il faut conclure. Allons-y. Et il faut conclure. Non, mais c'est là que tu le fais. C'est-à-dire, toi, tu es vraiment persuadé, après, comme tu le dis, cette vision globale que tu as eue pendant des dizaines d'années, vraiment persuadé que notre vieux continent a une carte à jouer sur la tech, que c'est la seule carte qu'il doit jouer, et que c'est dans les 10 ans, tu dis, je crois que c'est c'est les 10 prochaines années. C'est les 10 prochaines années, parce que TikTok arrive à être un numéro 1 mondial sur son segment en 2 ans, en 2-3 ans. Ça veut dire que toute entreprise qui vise bien et qui vise fort, en moins de 5 ans, peut avoir une position importante sur l'échiquier compétitif du monde. Et moi, je tiens à que l'Europe fasse la paix avec la technologie, investisse plus et plus rapidement, que l'Union européenne puisse développer des programmes communautaires mais rapides. Parce que je le répète, compris. Silicon Valley, années 50, c'est une dépense du ministère de la Défense qui a fait qu'il y avait beaucoup d'argent, il y avait 2 universités avec des talents, et les boîtes de tech se sont mis à San Francisco. Pour ça, c'est pas la tech qui a commencé à San Francisco, c'est l'État qui a investi. Donc, essayons de construire le contexte pour l'épanouissement économique de l'Europe, de notre Europe. Merci Carlo. Merci. Carlo Porasanta, donc ça s'appelle l'élan décisif sur Bismart. On repart avec Robin Rivaton. Salut Robin. Bonjour. Économiste, entrepreneur, fondateur de Real Estate. Et alors, tu as publié, c'était un papier récent dans Les Échos, ouais, autour du logement, et autour, en fait, de ce qui semblait pour moi... Alors, je me suis beaucoup intéressé à un moment au sujet du logement, et puis j'ai plus ou moins laissé tomber parce que je trouvais qu'on tournait totalement en rond. Mais il y avait un truc qui me semblait quand même assez basique, c'était notamment autour des besoins. Et autour de ce chiffre, c'est vrai qu'il fait autorité absolument partout. Il faut 500 000 logements chaque année. Il faut construire 500 000 logements chaque année. Alors on se désole parce qu'à un moment on dit il y en a 250 000, à un moment, etc. Tu dis tout ça ne correspond à rien. Tout ça ne rime à rien.
C'est vrai que Explique-moi un peu ton propos. la cible des 500 000 logements, c'est un chiffre mythique qui n'est pas atteint de toute façon. Donc en fait, comme tous les Sans chiffres... doute une fois avec François Hollande, je crois. Ouais, et puis après, encore une fois, ce sont les autorisations d'urbanisme, sauf que les autorisations d'urbanisme ne sont pas les mises en chantier, les mises en chantier ne sont pas les logements finis, et les logements finis ne sont pas les logements nets des destructions pour construire ces logements. Donc le chiffre n'a jamais atteint, et comme tous les objectifs qui sont trop ambitieux, c'est la meilleure façon de rien faire. C'est-à-dire que comme on sait qu'il est inatteignable, on ne l'atteint pas, et au final, c'est pas grave. Donc le sujet aujourd'hui, effectivement, ce qui nous intéresse, ce qui devrait nous intéresser, c'est que c'est l'augmentation du stock de logements. C'est-à-dire que la construction, on ne construit pas pour le plaisir de construire, on construit des logements pour augmenter le stock, pour répondre à des besoins de la population face à cette construction-là. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est que l'immobilier ne devrait pas être un produit rare. C'est la philosophie, le fondamental derrière, c'est que l'immobilier, ça devrait être un produit qui devrait être accessible à tous. Il n'y a aucune raison que les ménages dépensent en moyenne 20-25%, et pour la plupart d'entre eux, plutôt 35 à 50% de leur budget dans du logement. Le logement, c'est facile à produire. C'est une absurdité de... Non, mais je dis ça parce que c'est bien de le rappeler. C'est-à-dire qu'autant construire des voitures électriques ou des choses compliquées, le logement, on sait en faire depuis 300 ans proprement. Si les immeubles haussmanniens tiennent encore aujourd'hui, c'est qu'on sait faire à peu près du logement. Donc le sujet, c'est qu'on n'en produit pas assez pour augmenter le parc. Et ce parc, ce stock de logements, aujourd'hui, il doit permettre d'accueillir une population en hausse. La population française est en hausse, jusqu'à preuve du contraire. Une population qui décohabite. Ça veut dire quoi la décohabitation ? C'est-à-dire que le nombre de personnes par ménage diminue. Les enfants quittent le domicile familial, les gens divorcent, ils doivent accueillir leurs enfants le week-end, ils ont besoin de 3 chambres, là où avant ils avaient besoin que d'un appartement à 2, maintenant ils ont besoin de 2 appartements avec 3 chambres, et ainsi de suite. Donc les besoins explosent, et face à ça, malheureusement, on ne produit pas assez de logements. Tu dis qu'il y a donc 37 millions de logements aujourd'hui. 1,3 million, on peut peut-être commencer avec ça, 1,3 million en situation de vacances structurelles, c'est-à-dire, dis-tu, vide depuis au moins 2 ans. Et cette vacance est en augmentation, c'est-à-dire... Très largement. Plus de 80... Le chiffre m'a sidéré. 80, dans la période dans laquelle on est, enfin, le moment de mal logement dans lequel on est, c'est 90 000 par an de ces logements qui rentrent en vacances structurelles. Il faut voir, et c'est là où la politique publique est malheureusement pas du tout au niveau, c'est qu'on présente ces logements vacances structurelles comme une réponse à la crise du logement. S'ils sont vacants structurellement, les gens ne sont pas des imbéciles. Donc s'ils sont vacants structurellement, c'est qu'il y a des raisons derrière. Et la principale raison, alors on montre du doigt des propriétaires en disant les propriétaires ont peur de louer, et ça c'est la goutte d'eau. Les propriétaires qui peuvent se permettre de ne pas louer des biens, ils se comptent quand même pas, on n'en trouve pas dans tous les coins de rue. Ouais, on en reparlera d'ailleurs. Si ces logements sont vacants, c'est qu'ils sont dans des endroits où les gens ne veulent pas habiter. Et donc, s'ils sont dans un endroit où les gens ne veulent pas habiter, on peut forcer les gens à se déplacer dans les endroits où ils ne veulent pas habiter. Ça a déjà été essayé sous d'autres régimes, mais je ne pense pas que ce soit une politique publique qui soit extrêmement rassurante. Et donc, en fait, au bout d'un moment, il faut accepter qu'on a des logements qui sont en trop. Certes, on les a, ils sont trop, ils sont dans des zones qui sont la Lorraine, qui sont le centre de la France, qui sont au nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Ces zones-là, elles sont vides. Les gens, aujourd'hui, ils héritent d'une maison, parfois en indivision. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils la font détruire pour ne pas payer une taxe foncière dessus. C'est ça la réalité du logement. Donc en fait, oui, on a 1,3 million de logements qui sont vides. Plus de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais reloués en réalité. Ces logements-là, leur nombre croît extrêmement vite, 90 et peut-être 100 000 demain. Ils sont des territoires où la population est en train de vieillir à un rythme accéléré, où il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de migration de jeunes qui viennent s'y installer. Donc il faut accepter que demain, on aura peut-être 2 millions, 3 millions de logements vacants. Mais ça ne résout en rien le problème qui est qu'en Île-de-France, sur le pourtour méditerranéen, sur le pourtour atlantique, là, on a besoin de logements. Et le problème, cette analyse nationale, c'est ça, c'est que l'analyse nationale... Ça fausse tout. Ça fausse tout. Les analyses nationales ne veulent plus rien, ne veulent pas dire grand-chose en beaucoup de secteurs de l'économie, dans le logement encore plus, parce que c'est là où on voit les décisions d'installation et d'implantation des ménages. Et en gros, la réalité, c'est qu'il y a une pression sur l'Île-de-France. Alors, t'en parles de manière particulière, mais en fait, les grandes zones denses aujourd'hui. Oui, toutes les grandes métropoles, donc l'Île-de-France, beaucoup le couloir rhodanien, le littoral méditerranéen, le littoral atlantique, mais toutes les métropoles, entre guillemets, subissent une pression extrêmement forte, parce qu'il y a des jeunes dans ces villes-là. En fait, c'est aussi ça le dynamisme démographique, c'est que les métropoles sont jeunes. Donc comme les gens sont jeunes, ils y font des enfants. À l'inverse, ces territoires ruraux sont âgés. Quand vous êtes âgé, vous ne faites pas d'enfants à 65 ans. Donc en fait,
la tendance démographique, elle ne fait que s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a des territoires plus jeunes qui rajeunissent, et des territoires plus vieux qui sont en train de vieillir très, très fortement. Et en plus, il y a des territoires qui attirent les migrations. Migration internationale, migration intranationale aussi, avec un peu de redistribution entre l'Île-de-France et ses autres métropoles. Et puis, c'est les territoires où il y a les modes de vie qui sont où les changements de mode de vie sont les plus forts. C'est là où il y a les étudiants, donc les gens sont seuls. C'est là où les couples divorcent un peu plus. Donc, en fait, c'est ces territoires-là où se concentrent les problèmes. Et c'est là où on n'est clairement pas à la hauteur des solutions. À un moment, il y avait le nouveau rapport au travail, et n'a rien changé là-dessus. Je me souviens quand on parlait de l'explosion des villes cathédrales, tu vois, tu avais Évreux, Orléans, Reims, tout ça, machin. Waouh, ça allait. Moi, j'ai toujours été extrêmement dubitatif. J'ai consacré une de mes premières chroniques au tout début du confinement en disant, vous allez voir que c'est le mythe du retour à la campagne, et ça a été un mythe journalistique. Sans la campagne, mais Orléans, Chartres, Reims, Évreux, c'est pas... Orléans un petit peu, mais même juste pour donner ce chiffre, parce que vas-y. toujours, mais vous avez aujourd'hui 6000 cartes TGV, je ne sais plus comment elles s'appellent, fréquences, toutes celles qui vous permettent de prendre le TGV tous les jours. 6000 en Ile-de-France. Ça pourrait être 0, 6 000. Bon, ça pourrait être 12 000. Ça ne change rien. Oui, ça ne me dit rien. 6 000 personnes sur un territoire qui fait 12 millions d'habitants. C'est rien du tout. C'est une goutte d'eau. On pourrait le doubler, ça pourrait être 12 000 personnes. Ouais. Ça ne changerait rien. Les besoins sont là. Donc au final, ce qu'on a vu, c'est qu'au final, la pandémie n'a pas changé les migrations à l'intérieur du pays. Elle n'a pas changé. C'est-à-dire que l'Île-de-France perd des habitants, structurellement par rapport au reste du pays. Mais ces gens-là, ils ne vont pas au fin fond de la campagne. Ils vont à Bordeaux, ils vont à Nantes, ils vont à Marseille, et donc ils amènent leurs propres problèmes du logement francilien dans ces territoires-là, mais ils vont pas dans des zones où de toute façon le logement vaut 0. Et donc ils vont dans des zones, et dans ces zones hyper denses, et c'est pour ça qu'à un moment j'ai baissé les bras, où clairement ceux qui y sont refusent qu'on construise. Ah bah c'est sûr qu'il y a C'est le cœur du truc, ça, Robin ? Oui, non, mais après c'est valable, c'est pas valable que pour le logement. Aujourd'hui, on n'arrive pas à construire des center parks, on n'arrive pas à construire des barrages, on n'arrive pas à construire des bassines. Donc c'est pas que le logement. On construit pas grand-chose, on n'arrive plus à construire grand-chose. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ces opposants locaux qui trouvent un intérêt dans la valorisation de leurs propres actifs. C'est-à-dire que l'intérêt, il est extrêmement monétaire. Si j'arrête de construire à côté de chez moi, de facto, la valorisation de mon bien qui est construit, il monte. Mais aujourd'hui, ils trouvent un relais chez les élus locaux. Et pourquoi ils trouvent un relais chez les élus locaux ? C'est parce que les élus locaux, aujourd'hui, quand ils construisent, ils autorisent à la construction, c'est pas eux qui le font, la construction d'un immeuble de logement, ils ont que des coûts. Que des coûts. C'est-à-dire qu'après, c'est une crèche, c'est une école, c'est des services publics qu'il faut déployer, et il n'y a rien, il n'y a aucune ressource face à ça. Aucune. Et donc, au final, un maire, on peut lui faire plein de critiques, mais un maire, il gère quand même un budget à la fin de l'année qu'il essaye à peu près d'équilibrer correctement, en tout cas qu'il doit équilibrer sur la dépense dite de fonctionnement. Et donc, quand il voit ça, il dit, mais c'est fini, moi, je suis pas non plus, je vais pas autoriser à construire si j'ai pas de ressources. On lui a enlevé la taxe d'habitation, qui était la seule ressource dynamique. Robin, le problème, il existait avant la taxe d'habitation. Non, bien sûr. Mais là, ce qu'on vit là aujourd'hui, maintenant depuis 3 ans... Oui, d'accord. C'est une accélération de ce processus. C'est qu'en fait, on a l'intérêt on l'a dit, l'intérêt des gens qui sont déjà là, et c'est un intérêt bien senti. Je veux dire, on n'est pas non plus philanthrope, à la rigueur. C'est normal que l'intérêt particulier, quelque part, soit un intérêt particulier. Mais dessus, il y a des gens qui doivent faire prévaloir un intérêt général. Mais même ceux qui doivent faire prévaloir cet intérêt général ne s'y retrouvent plus. Donc à la fin, on a complètement désaligné l'intérêt. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on aura 0 construction dans les prochaines années. De manière très claire, nette et précise. Et c'est ce qui se dessine sur la plupart des territoires. Dans les zones denses. Dans les zones denses. Tu dis qu'en gros, le stock de logements en Ile-de-France est d'à peu près 6 millions, 5 millions 9. Ouais. Il en faudrait 1 million de plus. Oui, il faudrait 7 millions. En fait, après, le sujet, c'est dur de donner un chiffre, parce que le Royaume-Uni, par exemple, je donne juste ce chiffre-là aussi, le Royaume-Uni a ajouté 6 millions d'habitants depuis l'an 2000. D'accord ? La France en a ajouté 5 millions. Donc ils ont ajouté plus d'habitants que nous. Ils ont construit 2 fois moins de mètres carrés résidentiels. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens vivent en coloc jusqu'à 40 ans, ils louent des chambres à la semaine, donc les gens s'adaptent, ils finissent pas à la rue. Ils essayent, mais oui, mais c'est pas une vie, ça. C'est exactement ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'il pourrait y avoir 5 millions de logements au lieu de 6, il pourrait y avoir 5 millions de logements en Île-de-France. Et le pouvoir public dirait, regardez, au final, les gens s'adaptent. Et les gens s'adapteront toujours, c'est le besoin essentiel. C'est retourner dans la grotte, trouver un toit sur sa tête, tout le monde se débrouille. Il paye très cher. Et donc, le problème de cette politique publique, c'est qu'on ne voit pas les coûts cachés. Les coûts cachés, ils sont monstrueux.
C'est des enfants qui vont pas faire des études supérieures parce qu'en fait, ils peuvent pas se permettre de décohabiter du foyer. Ouais. C'est les violences conjugales, des gens divorcés qui restent ensemble dans des logements parce qu'ils peuvent pas se séparer. Qu'est-ce que ça fait en général? Ça fait pas bon ménage. C'est plein. C'est les transports. C'est les transports. C'est les transports à n'en plus finir. C'est des gens qui font des horaires, qui font une journée, puis après qui rajoutent 3 heures dans la journée parce qu'ils prennent des transports, parce qu'ils sont très très loin des lieux d'activité. Donc en fait, le problème de la politique publique du logement, c'est que le mal logement, qui est un peu l'indicateur ultime, c'est la toute dernière marche. Il y a plein de problèmes avant le fait que les gens finissent à l'heure. Et le problème, c'est que ces problèmes-là, on veut pas les voir, en fait, en réalité. Il y avait eu une micro-polémique il y a quelques années, notamment sur la productivité française. Et il y avait, je crois que c'était Étienne Vasmer d'ailleurs, quelques économistes qui avaient essayé de mettre en avant notre perte de productivité liée au problème du logement, liée au problème de transport, à la fatigue quand tu arrives au boulot. Enfin, tout ça, c'est le réel, quoi. Bien sûr. Et pourtant, j'ai envie que tu me racontes un petit peu ce que tu fais quand même sur ce que la tech peut apporter là-dessus et ce que l'innovation peut apporter là-dessus, mais c'est jamais au sommet de la pile. Non, le logement est une politique publique complètement oubliée, perdue. On l'aborde aujourd'hui en plus qu'à travers le prisme de la rénovation énergétique, qui est pas un mauvais prisme. On va en dire un mot. Ouais. Un tout petit bout de l'équation. Encore une fois, quand j'ai présenté tous les problèmes sociaux, le fait que le logement, il émette un peu plus ou un peu moins, on peut se dire que, comme je dis souvent, loger d'abord, loger bien ensuite et loger vert après, quoi. Il y a une sorte, dans la vie, il y a quand même une pyramide qu'il faut savoir un peu de prioriser les choses. Et donc aujourd'hui, une politique publique qui effectivement est malheureusement totalement oubliée, passée sous silence, mise au rebut. Mais même pas dans les sondages. C'est-à-dire, c'est même pas identifié finalement par les gens comme. Enfin, tu vois, quand tu vois les priorités, machin, tu vas arriver, j'en sais rien, n'importe quoi, l'immigration, etc. Mais parce que c'est la sécurité, mais la sécurité, c'est le logement, bon Dieu. Et comme je le disais, c'est tellement le besoin primaire, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas ne pas rentrer chez soi quelque part un soir, quoi. C'est le besoin numéro 1. Encore une fois, c'est quasiment reptilien, quoi. Ça nous renvoie. Et donc en fait, c'est pas considéré comme une priorité, c'est la priorité en fait. Et donc au final, ce sujet-là, il est encore une fois totalement oublié. Mais sur les problèmes de pouvoir d'achat, quand on parle de le pouvoir d'achat a augmenté de plus X% depuis des années, les Français ne le voient pas. Oui, c'est remangé dans la hausse des coûts de l'immobilier. Et encore, nous, on a des loyers qui sont peu dynamiques en France. Mais vous avez les États-Unis, l'année dernière, ça a été plus 25% de moyenne nationale des loyers. Plus 25. Donc voilà, on est dans un contexte où on a du mal à produire un bien qui devrait être... Tu as commencé par ça, c'est simple à produire. Infini. Au Japon, le Tokyo et Vienne sont sans doute les seules villes qui arrivent à bien gérer ça. Et Tokyo a une politique où en fait, ils construisent énormément. Et ils arrivent à accommoder plus de 100 000 habitants par an. Donc ils font pas semblant, hein. C'est pas une ville qui décroît. Le pays décroît, mais la ville grossit beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une politique extra endémique. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à maintenir des loyers très bas. Et donc, ils ont réussi à éviter de se prendre une spirale coût de l'immobilier, loyer, coût de l'immobilier. Sachant que tout ça, en plus, en termes de finances publiques, coûte une quarantaine de milliards par an. Oui, pour rajouter au tableau. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Je disais, moi, à un moment, on retire le permis de construire au maire, on donne tout ça au préfet, on fait une grande politique de salut public sur 5 ans et personne ne moufte et le préfet délivre les permis de construire et on y va. Alors, je pense pas. Aujourd'hui, le préfet les préfectures ne sont pas du tout équipées pour ça. Ils ne sont plus équipés pour faire ça. On n'est plus au temps de la préfecture des années 50, 60. Les préfectures ne sont pas du tout équipées pour faire ce métier-là. Il y a besoin d'avoir un échelon local qui vienne jouer la courroie de transmission avec... Encore une fois, si demain on construisait un immeuble de 50 étages devant chez mes fenêtres, je serais le premier à mettre une bannière. Mais c'est bien pour ça qu'il faut retirer en fait à l'élu la possibilité de refuser. L'élu est capable de prendre en compte un intérêt général. Le problème de l'élu, c'est qu'il faut qu'il y trouve un intérêt. S'il n'y a pas du tout d'intérêt lui-même, alors pas de son point de vue, on ne lui demande pas d'être corrompu, hein, on lui demande de sa collectivité, mais si du point de vue de la collectivité qu'il incarne, il n'a pas d'intérêt, aujourd'hui il n'a plus cet intérêt, il ne peut pas aller à l'encontre des citoyens. Et donc aujourd'hui, moi, c'est des propositions. J'avais écrit en février logement bombe sociale à venir. Ça a été repris par le ministre dans le lancement du Conseil national de la refondation. Il a dit qu'il faut éviter que le logement devienne une bombe sociale. Très bien. Et une des propositions que je porte, c'est de dire qu'il faut réaligner l'intérêt, faire en sorte que les maires retrouvent un intérêt financier pour leur collectivité, encore une fois, à la construction de logements neufs. Et c'est à cette condition-là.
Et après, en plus, ça a des effets de déblocage des finances publiques énormes. Le logement, c'est 20% de TVA. Donc, à chaque fois que vous posez un logement à 200 000 euros, il y a Bercy qui vient de prendre 40 000. Donc, je veux dire, de la marge de gras, il y en a un petit peu. C'est le grand argument des promoteurs. Hein, quand on leur dit qu'ils coûtent trop cher, leur grand argument, c'est effectivement la TVA. Tout à fait. C'est quand même pas rien. La TVA sur les objets à 200 000 euros, il n'y en a pas beaucoup qui se baladent en France. Réaligner les intérêts des communes. C'est très important. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, en tout cas, tu feras rien sans ça, quoi. Voilà. Exactement. En fait, et encore, comme je disais, on est quand même rentré dans une ère, au-delà de ce qui se passe dans le logement, où on a la micro-démocratie a pris le pouvoir. Ce qu'on appelle la micro-démocratie, c'est moins de Gugus qui se met en association, le gars sur Twitter, sur Facebook, les pouvoirs juridiques qui permettent d'aller dans toutes les procédures avec des intérêts qui sont quasi nuls. Tout ça, c'est le contexte qu'on a constitué de micro-démocratie. Une fois qu'on est là-dedans, et on y est, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est valable dans tous les pays du monde, il faut accepter que c'est les nouvelles règles, et donc il faut qu'il y ait quand même un intermédiaire, quelqu'un qui puisse un peu dire ok, j'ai fait ça, mais ça a permis de financer la réfection de la piscine ou de construire une voilà, crèche. c'est ça. Ouais. Donc de trouver cet intérêt, et encore une fois, vu les masses financières en jeu, on a de quoi construire un alignement d'intérêts. On a de quoi le faire. Après, il faut juste le vouloir. Rénovation énergétique, là, des bâtiments. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Donc, Édouard Philippe dit une folie, bombe sociale et politique. Tiens, j'ai là... attends, juste, parce qu'il se trouve que ce matin, un téléspectateur de Bismart m'a envoyé... Donc, récit de terrain d'un copropriétaire bailleur, président de conseil syndical et syndic bénévole d'une copropriété de 27 lots à Paris, construite entre 1850 et 1900. Et en gros, son propos, il est assez simple. Il est de dire, le propriétaire individuel ne peut absolument rien faire tout seul, et la copropriété, en fait... peut tout bloquer. Bloque tout parce qu'elle se dit, c'est une telle bombe que de toute façon, ils vont reculer, ça sert à rien de commencer à faire les travaux. Voilà. Et alors, il raconte son parcours du combattant, je vous en fais grâce, mais pour essayer quand même de faire avancer sa copropriété. Mais ça m'a semblé effectivement le truc où chacun se dit, mais c'est tellement énorme que forcément ils vont reculer. Ah ouais, alors c'est possible, c'est pas impossible, on va dire. Alors d'une part, il y a déjà eu des caveats qui ont été pris sur la loi, c'est-à-dire que c'est les nouvelles locations qui sont interdites. Absolument. C'est pas toutes les locations. Pas le renouvellement des baux. Un propriétaire qui louerait son logement, c'est un habitat qui n'est pas considéré comme indigne. Indigne, c'est une qualification pénale. Là, vous êtes sur un habitat qui est considéré comme énergivore, qui est une qualification non pénale. Donc vous voyez déjà qu'il y a eu un certain nombre de glissements qui font que l'application et puis l'application concrète de la loi, c'est-à-dire que qui va aller vérifier derrière chaque annonce que c'est bien personne. Donc évidemment, c'est un peu ce qui commence à se dire, et c'est un peu le problème des objectifs trop ambitieux. Toujours la même chose. Quand on fixe un objectif trop ambitieux et que tout le monde sait qu'on ne va pas l'atteindre, l'objectif n'existe plus par lui-même. Il disparaît, il se dissout. Et donc c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, avec aussi des effets de bord. C'est-à-dire que vous faites peser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de valeur de patrimoine sur un acte qui vaut 100 balles. Pas besoin d'être un grand clerc pour imaginer ce que ça peut faire en termes de contournement. C'est quoi l'acte qui vaut 100 balles? Ah, c'est le diagnostic. Ah oui, le DPE. Ouais. Oui. Peut-être récemment pour dire qu'il y a une partie des DPE était faux, mais on est rentré dans un système qui est tellement gros, qui fait bouger des masses tellement importantes et avec des effets qui sont tellement rapides que ça ne peut pas. C'est un paquebot, donc un paquebot, ça ne fait pas faire des demi-tours comme ça. Et après, il y a un dernier sujet sur la rénovation qui mérite d'être pointé aussi. C'est que, alors, un peu moins avec le coût de l'énergie et de l'électricité assez fort jusqu'à présent, maintenant, mais jusqu'à présent, il y avait un énorme effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est que les gens augmentent le chauffage. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils dépensaient 100 euros, ils font les travaux, ils continuent de dépenser 100 euros, mais ils ont passé le chauffage de 19 à 21 degrés. Et ça, c'est un peu un impensé de la rénovation. Personne n'ose trop en parler. Ah oui, jamais entendu ça. Il y a des études qui ont été menées, parce que toutes les études qui disent vous allez rembourser en 10 ans, en 15 ans, les travaux et autres, c'est si vous baissez, si vous gardez votre niveau de chauffage. Mais l'effet rebond, c'est que les gens aiment se chauffer plus. Et donc, il y a une dimension de confort qui est assez négligée dans cet exercice-là. Et on a montré qu'au final, avec cette augmentation, cet effet rebond, la réalité de la baisse de la consommation induite par la rénovation énergétique des bâtiments, elle est quand même parfois assez limitée. Un mot sur cela.
la définition de cet effet rebond, hein, c'est notamment dans toutes les politiques en ce moment ESG, c'est la façon dont une très bonne intention peut amener en fait un résultat. On me le racontait hier, c'est ce qui est en ce moment en train de se passer avec McDonald's, avec l'obligation d'avoir de la vaisselle réutilisable dans les fast-foods. Le problème, c'est que les gens partent avec et que donc en fait, il faut produire beaucoup plus de matière plastique pour avoir ces produits réutilisables. Mais bon, c'est peut-être juste un moment. Qu'est-ce que peut faire la tech, Robin? Qu'est-ce que les solutions technologiques sur lesquelles tu travailles, toi, en tant qu'entrepreneur, peuvent essayer d'apporter? Nous, on travaille vraiment pour les très gros gestionnaires de patrimoine. Donc, c'est là où il y a plus de facilité, parce qu'il y a moins cet effet rebond, il y a plus de rationalité. C'est un très gros gestionnaire qui doit gérer des... Donc, nous, on l'aide à mieux gérer au fait de l'intelligence artificielle appliquée au bâtiment. Donc, on va capter des données dans les documents, des données dans les plans, et on va l'aider à mieux gérer le patrimoine en automatique, c'est-à-dire les travaux, l'arbitrage, entre est-ce que je vais faire des travaux dans cet immeuble, est-ce qu'il va me rapporter assez, donc toutes ces choses-là. Donc ça marche très bien. Aujourd'hui, on est 130 personnes, donc ça commence à faire une belle petite boîte. Mais après, sur la tech elle-même, encore une fois, le problème, c'est un problème de construction. Ouais. Certains vont dire, mais le foncier est une ressource rare. Le foncier est une ressource rare, certes, ça c'est vrai. Mais la surface de plancher, elle est infinie. Je veux dire, elle est infinie. On ne va pas construire des immeubles de 2000 étages, mais si le foncier est rare, la solution, c'est de construire un peu plus d'étages. Et je dis souvent ça, mais Haussmann construisait d'abord à 6, puis à 7 étages. Aujourd'hui, en Ile-de-France, les permis sont délivrés entre 3, 4, 5 maximum étages. La population a été multipliée par 5 dans l'intervalle. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment se poser la question et se dire, très bien, 3, 4 étages, c'est sympa, mais l'étage marginal, le désagrément qu'il crée, il est quand même pas énorme. Et par contre, il vient de diviser le prix du foncier par 25%. C'est-à-dire que je passe mais bien sûr. C'est des effets qui sont monstrueux. Et donc le problème, c'est qu'on est vraiment dans une logique où aujourd'hui, on est incapable de dire, mais en fait, il n'y a pas une construction en Ile-de-France, ça devrait être 30 mètres et pas en dessous. Parce que c'est ça ce qu'il faut. On a besoin de ces logements-là. Donc le foncier est rare, certes, mais la surface de plancher, elle n'est pas rare. Encore une fois, on peut augmenter. Bon, j'aurais pas eu le temps de te poser la dernière question que j'avais préparée, mais comme je l'ai dit en sommaire, je n'aurai pas le temps et je réinviterai Robin. Mais donc c'était en mars 2015 que j'avais fait ta connaissance avec un bouquin qui s'appelait La France est prête. Ah, ça, je me demandais si 8 ans après, on en reparlera malheureusement. Tu continues à penser que la France était prête. Elle était peut-être pas si prête que ça, c'est ça la conclusion? Une partie de la France est prête, on va dire. Une partie de la France est prête. Merci beaucoup Robin. Romain Rivaton, donc, qui était avec nous sur Bismart. Demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi.